Le 8 novembre 1942, 6h47 du matin, quelque part au-dessus du désert tunisien, un Messerschmitt Bf 109 explose. Non pas à cause d'une balle, non pas à cause de la flaque, mais par pure incrédulité. Le pilote allemand avait tout fait correctement. Il avait poussé sa manette des gaz au-delà des butées, il avait entamé un virage ascendant si violent qu'il aurait fait perdre connaissance à un homme moins robuste. Il avait plongé à plus de 400 miles à l'heure vers le sol du désert, s'attendant à ce que la machine américaine plus lourde derrière lui décroche comme tous les autres chasseurs alliés qu'il avait jamais affrontés. Au lieu de cela, elle l'a suivi dans sa descente, se rapprochant toujours. Deux hélices tournant dans des directions opposées, les canons du nez pointés directement sur sa queue. Il a rompu à gauche, elle est restée avec lui. Il a rompu à droite, elle est restée avec lui. Il a grimpé jusqu'à ce que son moteur manque d'air à 28 000 pieds. La machine américaine a grimpé plus haut. Lorsque le pilote allemand a finalement atterri sur sa base près de Tripoli, ses mains ne cessaient de trembler. Ses mécaniciens n'ont trouvé aucun dommage sur son avion. Mais quelque chose de bien plus important avait été détruit ce matin-là. Quelque chose que 3 ans de domination de la Luftwaffe avait forgé en une certitude de fer chez chaque pilote de chasse allemand en vie. La croyance qu'ils étaient intouchables. L'avion qui a fait cela s'appelait le Lockheed P-38 Lightning. Et voici l'histoire de la façon dont l'une des conceptions d'avions les plus non conventionnelles, les plus moquées et les plus insensées de l'histoire américaine a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale sur un seul théâtre d'opération, en une seule saison, face à l'armée de l'air la plus expérimentée de la planète. Mais avant de parler de l'avion, nous devons parler de l'homme qui l'a rendu possible. Car cette histoire ne commence pas dans une salle de crise. Elle ne commence pas avec un général, un amiral ou un sénateur. Elle commence dans une salle de dessin à Burbank, en Californie, en 1937, avec un ingénieur de 26 ans nommé Clarence Leonard Johnson, que ses collègues appelaient Kelly, qui avait grandi si pauvre dans le Michigan rural qu'il dessinait des plans d'avion au dos de sacs en papier parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter du vrai papier à dessin, et qui s'apprêtait à proposer quelque chose de si structurellement bizarre, de si opérationnellement radical, que les ingénieurs principaux autour de lui passeraient les 3 mois suivants à essayer de l'en dissuader. Pour comprendre pourquoi l'idée de Kelly Johnson était considérée comme folle, il faut comprendre ce que le United States Army Air Corps demandait en 1937. Ils ont publié une spécification appelée Proposition circulaire X608. Les exigences étaient presque physiquement impossibles compte tenu de la technologie de l'époque. Ils voulaient un intercepteur à haute altitude capable de grimper à 20 000 pieds en 6 minutes. Ils voulaient une vitesse de pointe d'au moins 360 miles à l'heure en altitude. Ils voulaient un plafond opérationnel supérieur à 25 000 pieds. Ils voulaient une autonomie suffisante pour mener des opérations de combat significatives loin des bases amies. Et ils voulaient tout cela dans une seule cellule qui pourrait être produite en grand nombre par des usines américaines qui n'avaient jamais rien construit de semblable. Tous les grands constructeurs aéronautiques d'Amérique ont examiné la proposition circulaire X608 et sont parvenus à la même conclusion. Aucun moteur existant ne pouvait répondre à ces exigences. Les calculs mathématiques ne fonctionnaient tout simplement pas. Vous pouviez avoir la vitesse, ou vous pouviez avoir les performances en altitude, ou vous pouviez avoir l'autonomie. Vous ne pouviez pas avoir les 3 simultanément, pas avec un seul moteur, pas en 1937. Les propositions qui sont revenues des constructeurs établis étaient conservatrices, sensées et totalement inadéquates. C'étaient les propositions d'hommes qui comprenaient les limites de la technologie existante et concevaient en conséquence. Kelly Johnson comprenait ces mêmes limites. Il refusait simplement de les accepter comme permanentes. Sa solution était si simple dans son concept et si terrifiante dans son exécution qu'il a fallu une année entière à la direction de Lockheed pour l'approuver en vue du développement d'un prototype. Au lieu d'un seul moteur sur un fuselage conventionnel, il utiliserait 2 moteurs, mais pas montés de la manière dont aucun bimoteur n'avait jamais été configuré auparavant. Chaque moteur serait logé dans sa propre poutre séparée, s'étendant vers l'arrière depuis l'aile. Le pilote serait assis dans une nacelle centrale montée entre les 2 poutres. Les empennages relieraient les 2 poutres à l'arrière, créant une configuration à double queue différente de tout ce qui volait dans le monde.
Chaque hypothèse aérodynamique sur laquelle l'industrie s'appuyait devrait être recalculée à partir de zéro. Les calculs de répartition du poids seraient sans précédent. Les caractéristiques de maniabilité étaient inconnues. Les charges structurelles sur cette nacelle centrale, lors de manœuvres à fort facteur de charge, étaient un mystère complet. Des ingénieurs principaux ont dit à Johnson que sa conception se disloquerait à grande vitesse. Des spécialistes des souffleries lui ont dit que la configuration à double poutre créerait des modèles d'interférence aérodynamique qui rendraient l'avion instable. Les pilotes d'essai qui ont entendu parler du concept se sont dit en privé qu'ils ne voulaient en aucun cas piloter cette chose. Johnson a écouté chaque objection. Il les a toutes documentées. Puis il est retourné à sa table à dessin et a commencé à les résoudre une par une, travaillant des journées de 16 heures à remplir des carnets de calcul, se disputant pendant des mois avec sa propre équipe sur les marges structurelles et la théorie aérodynamique. Il avait 26 ans. Il n'avait jamais construit d'avion de chasse auparavant. Il proposait de résoudre des problèmes que des ingénieurs expérimentés jugeaient insolubles. Et l'audace de tout cela, le refus pur et simple d'accepter les limites, allait soit produire le chasseur le plus performant que l'Amérique ait jamais construit, soit tuer le pilote d'essai qui le piloterait en premier. Le prototype désigné XP-38 a volé pour la première fois le 27 janvier 1939. Le lieutenant Ben Kelsey, le pilote d'essai de l'Army Air Corps assigné à l'avion, décrirait plus tard l'expérience de le piloter pour la première fois comme le moment le plus extraordinaire de sa vie professionnelle. L'avion ne se comportait pas du tout comme les sceptiques l'avaient prédit. Il était stable, il était réactif. Les hélices contrarrotatives, l'une tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse, éliminaient les forces de couple qui rendaient les chasseurs conventionnels si difficiles à manier lors du décollage et des manœuvres agressives. Les deux moteurs Allison 5710, produisant chacun plus de 1000 chevaux, donnaient à l'avion un taux de montée initial qui faisait physiquement se pencher en avant les pilotes expérimentés dans leur siège la première fois qu'ils le ressentaient. Kelsey a atterri après 40 minutes en l'air et a dit une seule phrase aux ingénieurs rassemblés. « Construisez-le, construisez-en autant que vous le pouvez. » Mais c'est ici que l'histoire se complique, car le construire et le construire correctement étaient deux problèmes entièrement différents. Les premiers P-38 de production avaient un défaut fatal que l'équipe de Johnson n'avait pas totalement anticipé. À grande vitesse en piqué, les pilotes rencontraient un phénomène appelé compressibilité, où le flux d'air sur les ailes approchait la vitesse du son et créait des forces de contrôle imprévisibles. Les avions entraient dans des piquets dont ils ne pouvaient pas se redresser, les commandes se bloquaient. Le nez s'enfonçait et le piqué s'accentuait. Plusieurs pilotes d'essai sont morts avant que l'équipe d'ingénieurs ne comprenne ce qui se passait. Il a fallu 2 ans de modifications, l'ajout de volets de piquets et une refonte complète de l'empennage pour résoudre le problème de compressibilité. 2 ans d'accidents, d'enquêtes, de disputes et de morts d'hommes qui avaient fait confiance à l'avion avant qu'il ne soit prêt à faire ce que Johnson avait promis qu'il pourrait faire. Au moment où les premières unités de P-38 se formaient à la fin de 1941 et au début de 1942, l'avion qui a émergé de ce processus était quelque chose de véritablement remarquable. Chaque moteur Allison des modèles de production P-38F et G était équipé d'un turbocompresseur General Electric, un dispositif qui utilisait les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine qui comprimait l'air entrant avant qu'il ne pénètre dans le moteur. Cela ressemble à un détail d'ingénierie. C'était en fait la différence entre la victoire et la défaite en altitude. La plupart des avions de chasse en 1942 utilisaient des compresseurs à entraînement mécanique couplés directement au moteur. Ceux-ci fonctionnaient bien dans leur plage d'altitude prévue, généralement entre 15 000 et 20 000 pieds. Mais au-dessus de cette plage, ils perdaient rapidement en efficacité. Le moteur Daimler-Benz du Messerschmitt Bf 109 par exemple était optimisé pour des performances autour de 18 000 pieds. Au-dessus de 22 000 pieds, il commençait à perdre de la puissance de manière notable. Au-dessus de 25 000 pieds, il peinait. Le turbocompresseur du P-38 en revanche s'ajustait automatiquement à l'altitude, maintenant la puissance du moteur et la pression d'admission bien au-dessus de 30 000 pieds.
À une altitude où un Bf-109 produisait à peine assez de poussée pour maintenir un vol en palier, un P-38 pouvait encore croiser à plus de 300 miles à l'heure avec de la puissance de combat en réserve. L'armement était tout aussi révolutionnaire dans sa concentration. Un canon Hispano de 20 mm et 4 mitrailleuses Browning de calibre 50, tous montés dans le nez de la nacelle centrale, tirant tous dans la même direction, convergeant tous au même point. Il n'y avait pas de problème d'harmonisation, il n'y avait pas d'angle de convergence à calculer. Vous pointiez le nez vers la cible et chaque balle de chaque arme allait exactement au même endroit, simultanément. Une rafale de 2 secondes de l'ensemble des 5 armes délivrait plus de 20 livres de projectiles. Un seul obus explosif de 20 mm pouvait déchirer le revêtement en aluminium d'un chasseur, sectionner les câbles de commande et détruire un moteur. Contre les avions de construction relativement légère de 1942, 3 ou 4 coups au but de la batterie de nez d'un P-38 étaient presque toujours fatals pour la cible. L'avion qui est arrivé en Afrique du Nord en novembre et décembre 1942 portait tout ce potentiel. Ce qui lui manquait, c'étaient des pilotes qui savaient s'en servir. Les hommes du 1er et du 14e groupe de chasse, les premières unités de P-38 engagées au combat sur le théâtre méditerranéen, étaient jeunes, peu expérimentés et avaient été formés à des tactiques qui étaient déjà obsolètes. Beaucoup avaient moins de 300 heures de vol au total. Leurs instructeurs leur avaient dit que les pilotes de la Luftwaffe étaient expérimentés, agressifs et volaient sur des avions supérieurs à tout ce que l'Amérique avait produit jusqu'alors. Les jeunes Américains arrivant en Algérie et en Tunisie à la fin de 1942 croyaient sincèrement qu'ils étaient sur le point d'affronter un ennemi qui était meilleur qu'eux de presque toutes les manières mesurables. Ils pilotaient un avion qui leur a prouvé le contraire dès la première mission. Le 5 décembre 1942, une escadrille de 4 P-38 assignée à l'escorte de bombardiers Martin B-26 Marauder, attaquant un dépôt de ravitaillement allemand près de Tunis. Les pilotes de Lightning ont grimpé à 22 000 pieds, se positionnant au-dessus et derrière la formation de bombardiers. Les radars allemands le long de la côte les ont suivis en approche. Les contrôleurs de la Luftwaffe ont fait décoller en urgence 2 escadrilles de Bf-109, 12 avions au total, depuis des aérodromes près de Bizerte. Les pilotes allemands ont grimpé en force pour intercepter. Ils avaient été informés de s'attendre à des escortes de P-40 Warhawk, un avion qu'ils connaissaient bien et qu'ils ne craignaient pas. Lorsqu'ils ont repéré les escortes, quelque chose n'allait pas avec la silhouette. Double poutre, bimoteur. Le chef d'escadrille a d'abord pensé qu'il regardait une sorte d'avion de reconnaissance. Il a ordonné à ses pilotes d'ignorer les étranges machines et de se concentrer sur les bombardiers. Il a basculé en piqué, accumulant de la vitesse pour un seul passage à grande vitesse à travers la formation. Le chef d'escadrille des P-38, un premier lieutenant de Californie qui n'avait jamais tiré avec ses armes en combat réel, a regardé les chasseurs allemands plonger et a pris une décision qui allait techniquement à l'encontre de ses ordres. Au lieu de maintenir sa position au-dessus des bombardiers, il a poussé ses manettes des gaz vers l'avant et a plongé pour intercepter. Son ailier a suivi immédiatement. La vitesse de rapprochement était stupéfiante. Les Bf-109 dépassaient les 400 miles à l'heure dans leur piqué, les Lightning accéléraient dans leur propre piqué. Le chef allemand s'est aligné sur le bombardier de tête. Des balles traçantes ont fusé devant sa verrière. Il a tiré brusquement sur le manche, interrompant son attaque. Le chasseur bimoteur américain était déjà sur lui, et il maintenait le rythme avec lui tout au long du piqué d'une manière qui était impossible pour une machine aussi lourde. Il a tiré fort dans un virage ascendant. Le Lightning a tiré avec lui. Il a plongé à nouveau, une manœuvre défensive conçue pour forcer tout poursuivant à le dépasser. Le Lightning est resté sur sa queue. Il pouvait le voir dans son rétroviseur maintenant. Les 2 hélices tournant, les canons du nez crachant le feu. Il a largué son réservoir ventral, a basculé le manche et a plongé vers le sol du désert à plein gaz. Le P-38 l'a suivi pendant 30 miles avant de rompre le combat. Son pilote ne voulant pas s'enfoncer trop profondément en territoire ennemi lors de sa première mission. Le pilote allemand a atterri sur sa base sans aucun dommage à son avion et avec des mains tremblantes qui ne se sont pas calmées pendant 2 heures. Ce soir-là, de l'autre côté de la Méditerranée, un tout autre genre de conversation avait lieu dans les bureaux de renseignement de la Luftwaffe.
Les pilotes déposaient des rapports qui décrivaient un chasseur bimoteur américain capable de suivre un Bf-109 dans un piquet, de le surpasser en montée au-dessus de 22 000 pieds et de maintenir des manœuvres de combat à des altitudes où les moteurs allemands luttaient déjà pour trouver de la puissance. Les officiers de renseignement étaient sceptiques. Tout le monde savait que les chasseurs bimoteurs étaient lourds et lents. Ces rapports devaient être des exagérations. Cela devait être des pilotes inexpérimentés confondant un avion bimoteur avec autre chose. Les pilotes ont insisté et les rapports ont continué d'affluer de multiples unités décrivant le même avion faisant les mêmes choses impossibles dans la même tranche d'altitude impossible. À la fin de décembre 1942, la Luftwaffe avait un nouveau nom pour le P-38. Il l'appelait Der Gabelschwanzteufel, le diable à queue fourchue. Le surnom s'est répandu dans les escadrons de la Tunisie à la Sicile. Ce n'était pas l'étiquette méprisante que l'on donne à une arme inférieure, c'était le nom que l'on donne à quelque chose qui vous effraie. Et à l'intérieur de cette peur se trouvait le début de quelque chose que la Luftwaffe n'avait pas connu en 3 ans de guerre. La lente et douloureuse reconnaissance que les Américains avaient construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas simplement survoler et abattre. Quelque chose qui avait sa place dans le même ciel, quelque chose qui n'allait que s'améliorer à mesure que les pilotes qui le pilotaient apprenaient ce qu'ils pouvaient réellement faire. Ces pilotes apprenaient vite. Dans les 3 semaines suivant les premières missions de combat, les unités de P-38 chassaient activement les chasseurs allemands plutôt que de simplement garder les bombardiers. Ils grimpaient à 30 000 pieds et plongeaient sur les formations ennemies depuis des positions que le Bf-109 ne pouvait pas atteindre. Ils poursuivaient les chasseurs allemands en fuite à travers le désert et les rattrapaient. Ils revenaient de missions avec des revendications de victoire que personne ne croyait, jusqu'à ce que les images des ciné-mitrailleuses ne les confirment. Les Américains étaient arrivés en s'attendant à être surpassés. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à piloter un avion qui pouvait faire des choses que personne n'avait pleinement comprises avant que le combat ne le prouve. Mais voici ce que la Luftwaffe ne savait pas encore. Voici la chose qui empêcherait les généraux allemands de dormir la nuit pendant les 6 mois suivants. Les 4 P-38 qui ont volé lors de cette première mission d'escorte le 5 décembre n'étaient pas une démonstration spéciale. Ce n'étaient pas les meilleurs avions que Lockheed avait construits. Ils étaient le début d'une augmentation de la production qui livrerait plus de 100 avions par mois d'ici la mi-1943. Plus de pilotes s'entraînaient en Californie en ce moment même. Plus d'avions étaient créés et expédiés à travers l'Atlantique. La Luftwaffe venait de rencontrer le P-38 Lightning au tout début de sa vie opérationnelle, avec les pilotes les moins expérimentés, dans les conditions les plus primitives, avec des équipes de maintenance apprenant encore à maintenir l'avion en vol, dans la chaleur et le sable du désert. Ce qui allait suivre allait être tout autre chose. Dans la deuxième partie, nous suivrons ce qui se passe lorsque ces mêmes pilotes cessent d'avoir peur et commencent à être dangereux. Lorsqu'un jeune de 22 ans de l'Ohio réalise que son avion peut faire quelque chose qu'aucun chasseur allemand en Afrique du Nord ne peut arrêter. Et lorsque 100 avions de transport allemands remplis de soldats tentent de traverser la Méditerranée en plein jour et foncent directement dans un mur de diable à queue fourchue qui attendait exactement ce moment. Les chiffres de cette seule après-midi ne sembleront pas réels, mais chacun d'entre eux est documenté. Chacun d'entre eux s'est produit. Et les pilotes allemands qui y ont survécu n'ont plus jamais volé de la même manière. Dans la première partie, nous avons regardé Kelly Johnson concevoir l'avion-chasse le plus non conventionnel que l'Amérique ait jamais tenté. Nous avons regardé les ingénieurs de Lockheed passer 2 ans à tuer des pilotes d'essai avant de réussir. Et nous avons regardé les premiers pilotes de P-38 arriver en Afrique du Nord à la fin de 1942 et découvrir que leur avion pouvait faire quelque chose que la Luftwaffe n'avait jamais rencontré. Quelque chose qui a ébranlé les pilotes allemands jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Le diable à queue fourchue s'était annoncé, mais gagner quelques missions d'escorte contre des adversaires surpris n'était pas la même chose que de changer la guerre aérienne. Et en janvier 1943, l'homme qui devait autoriser un engagement total des P-38 sur l'ensemble du théâtre méditerranéen a regardé les premiers rapports de combat de Tunisie et a dit quelque chose qui a stoppé net le programme. Il a dit « Non, le général de brigade Lawrence Cutter, chef d'état-major adjoint de l'air pour les plans en Méditerranée, n'était pas un homme stupide, il n'était pas un lâche.
C'était un officier profondément expérimenté qui avait regardé l'aviation américaine trébucher tout au long de la première année de la guerre avec des équipements et des tactiques qui n'étaient tout simplement pas prêts pour ce à quoi il faisait face. Il avait vu des commandants trop confiants engager des unités à moitié entraînées dans des situations qui tuaient des hommes par centaines. Il n'allait pas refaire cela. Lorsque les premiers rapports de combat des P-38 sont passés sur son bureau au début de janvier 1943, des rapports affirmant qu'une poignée de chasseurs bimoteurs avait égalé les Bf-109 en montée et en piqué et avait tenu bon à travers de multiples séquences d'engagement. Sa réaction fut un scepticisme professionnel du plus haut niveau. La réunion a eu lieu le 14 janvier 1943. Une salle de conférence au quartier général des forces aériennes alliées à Alger. Le major Thomas Christian, l'officier des opérations du premier groupe de chasse, avait fait le vol spécifiquement pour présenter les données de combat en personne. Il a étalé ses rapports d'images de ciné-mitrailleuses, ses confirmations de victoire, ses débriefings de pilotes sur la table. Il avait 28 ans. Il se tenait devant un général qui pilotait des avions militaires depuis avant que Christian n'ait commencé l'école secondaire. Couter a regardé les papiers pendant un long moment. Puis il a levé les yeux. « Major, les chasseurs bimoteurs ont un déficit fondamental de maniabilité à basse et moyenne altitude qui ne peut être surmonté par l'habileté ou l'enthousiasme du pilote. Ce que vos pilotes décrivent est incompatible avec la réalité aérodynamique. » Christian a gardé une voix posée. « Général, avec tout le respect que je vous dois, les images des ciné-mitrailleuses ne sont pas aérodynamiquement incompatibles. Les images existent. L'avion depuis lequel elles ont été prises existe. Les pilotes allemands qui ont déposé leurs propres rapports décrivant les mêmes engagements existent. Ce qui existe aussi, a dit Couter, c'est une chaîne logistique qui ne peut pas soutenir des opérations étendues de P-38 pour le moment. Vos exigences de maintenance par heure de vol sont 340% plus élevées que celles d'une unité de P-40. Votre taux de défaillance des turbocompresseurs dans les conditions du désert s'élève à 23%. Vous me demandez de donner la priorité à un avion qui passe près d'un quart de sa vie opérationnelle au sol à attendre des pièces qui doivent venir de Burbank par bateau. Il n'avait pas tort sur les chiffres. C'était la pire partie. Chaque objection logistique soulevée par Couter était exacte. Le P-38 au début de 1943 était un cauchemar de maintenance. Le sable s'infiltrait constamment dans les capots des moteurs. Le système de turbocompresseur nécessitait des outils spécialisés que la plupart des pistes d'atterrissage avancées n'avaient pas. Les pilotes signalaient des pannes de chauffage du cockpit, une altitude qui laissait leurs mains si engourdies qu'ils luttaient avec les commandes. Les avions qui volaient étaient extraordinaires. Les faire décoller et les maintenir en l'air consumaient les équipes au sol à un rythme qui rendait les officiers supérieurs de la logistique physiquement malades rien que d'y penser. Christian est rentré en Tunisie sans aucune approbation. Il s'est assis dans sa tente cette nuit-là et a écrit dans son journal qu'il ne s'était jamais senti aussi certain d'avoir raison et aussi complètement incapable de le prouver aux personnes qui avaient besoin d'être convaincues. Mais il avait sous-estimé une chose. Il avait sous-estimé à quel point la situation sur le terrain était sur le point de se détériorer et à quel point ce désespoir rendrait même le général le plus conservateur prêt à tout. Février 1943, col de Kasserine. Les blindés allemands sous les ordres de Rommel percèrent les lignes américaines et infligèrent la pire défaite singulière que les forces américaines aient subie depuis Pearl Harbor. Plus de 6000 Américains furent tués, blessés ou capturés en 72 heures. L'impact psychologique sur le commandement allié fut sismique. Quelque chose devait changer. Tout devait changer. Le soutien aérien avait échoué, la couverture des chasseurs avait échoué. Les Allemands s'étaient déplacés à leur guise et les avions américains ne les avaient pas arrêtés. Le lieutenant-colonel Marian Cooper avait observé ce désastre se dérouler depuis son poste au sein de l'état-major du général Karl Spaatz. Cooper était une figure inhabituelle dans les forces aériennes de l'armée, un ancien pilote de la Première Guerre mondiale, un producteur de cinéma dans la vie civile, un homme qui avait passé des décennies à réfléchir à la puissance aérienne d'une manière fondamentalement différente de l'orthodoxie militaire conventionnelle. Il avait lu attentivement les rapports de Christian sur le P-38.
Il avait également lu les interceptions des services de renseignement de la Luftwaffe, les comptes rendus des pilotes allemands décrivant le Der Gabelschwanz-Teufel avec quelque chose qui ressemblait indéniablement plus à de la peur qu'à une évaluation professionnelle. Cooper entra dans le bureau de Spaatz le 23 février, 3 jours après Kasserine, et avança l'argument que Thomas Christian n'avait pas été assez haut gradé pour formuler. Le P-38 possède des performances en altitude que rien dans la Luftwaffe ne peut égaler au-dessus de 22 000 pieds. Cooper déclara « Nous l'utilisons actuellement comme chasseur d'escorte à moyenne altitude, où ses avantages sont partiellement annulés. Nous devrions l'utiliser comme plateforme de supériorité aérienne à haute altitude, en grimpant à 30 000 pieds et en redescendant à travers les formations allemandes avant qu'elles ne puissent réagir. Les avions qui sont revenus le Kasserine en disant qu'ils ne trouvaient pas la Luftwaffe volaient à 15 000 pieds. La Luftwaffe était à 28 000. Nous devons arrêter d'amener nos chasseurs à leur altitude. Nous devons être au-dessus d'eux avant que le combat ne commence. » Spaatz autorisa un test opérationnel formel. 2 semaines, 12 P-38, des données opérationnelles complètes à compiler et à présenter au commandement du théâtre d'opération. Si les chiffres justifiaient une expansion, le programme recevrait un statut logistique prioritaire. Dans le cas contraire, les unités de P-38 en Afrique du Nord seraient restructurées autour du P-40 comme plateforme principale. 12 avions, 2 semaines, une seule chance de prouver le concept ou de le perdre entièrement. 3 mars 1943, l'aérodrome, Tunisie, l'Aube. Les 12 P-38 du détachement d'essai reposaient dans leurs alvéoles pendant que les équipes au sol travaillaient à la lampe de poche, scellant les capots, vérifiant les connexions des turbocompresseurs, effectuant des diagnostics moteurs qui, en temps normal, auraient pris jusqu'au milieu de la matinée. Ils travaillaient depuis 2 heures du matin. 3 des 12 avions présentaient des problèmes mécaniques suffisamment graves pour les clouer au sol. 9 étaient prêts pour la mission. La mission était un balayage à haute altitude au-dessus des aérodromes allemands près de Gabès, conçu pour surprendre les Bf-109 en pleine ascension et les engager avant qu'ils n'atteignent leur altitude de combat. Le général Carter était présent. Il se tenait au bord de la piste d'atterrissage dans le froid d'avant l'aube, regardant les avions rouler vers la piste. Son expression était professionnellement neutre, de la manière dont les officiers supérieurs apprennent à garder un visage impassible lorsqu'ils croient qu'ils sont sur le point de voir quelque chose échouer. Les 9 P-38 décollèrent par paires, grimpant immédiatement, sans se stabiliser à 20 000 pieds comme le prescrivait la doctrine d'escorte, mais continuant à monter, 24 000, 27 000, 30 000 pieds. Les moteurs Allison et leurs turbocompresseurs fonctionnaient exactement dans la bande d'altitude où les données indiquaient qu'ils le feraient. Les radars allemands les suivirent à l'approche. Les contrôleurs de la Luftwaffe firent décoller en urgence 16 Bf-109 depuis Gabès, grimpant à pleine puissance pour les intercepter. Les pilotes allemands avaient été informés des tactiques du P-38. Ils savaient que les Américains aimaient l'altitude. Ils montèrent à 24 000 pieds, ce qui était plus haut que tout engagement précédent de chasseurs américains sur ce théâtre d'opération, et ils attendirent. Ils se trouvaient 6 000 pieds en dessous des P-38 lorsque les Américains fondirent sur eux. L'engagement dura 11 minutes. Au cours de ces 11 minutes, les 9 pilotes de P-38 abattirent 7 Bf-109 confirmés, en endommagèrent 3 autres et disloquèrent l'entièreté de la formation allemande avant qu'un seul canon allemand ne tire sur un bombardier. Pas un seul P-38 ne fut perdu. Pas un seul ne subit de dommages sérieux. Les pilotes allemands qui survécurent déposèrent des rapports cet après-midi-là, décrivant des chasseurs américains plongeant de plus de 30 000 pieds à des vitesses qui rendaient l'interception géométriquement impossible. Les canons de nez tiraient avant même que les pilotes de Bf-109 n'aient la confirmation visuelle de ce qui les attaquait. Lorsque les images des cinémitrailleuses furent développées et les débriefings terminés, les chiffres étaient extraordinaires. Ratio de victoires pour la période d'essai de 2 semaines, 9 victoires confirmées pour 0 perte. Altitude moyenne d'engagement, 27 400 pieds. Durée moyenne de l'engagement avant la rupture de la formation allemande, 8 minutes. En comparaison avec les données d'escorte des P-40 pour la même période de 2 semaines, 4 victoires, 7 pertes. Formation allemande moyenne intacte après l'engagement.
La différence n'était pas marginale. Ce n'était pas une question d'interprétation. Les données indiquaient qu'à haute altitude, le P-38 opérait dans une catégorie de performance totalement différente. Et les pilotes de Bf-109 qui le rencontraient faisaient la seule chose rationnelle à leur disposition, c'est-à-dire fuir. Carter regarda les images pendant un long moment. Puis il regarda Cooper. Ensuite, il approuva le statut logistique de priorité absolue pour les opérations des P-38 sur le théâtre méditerranéen. L'expansion fut immédiate et totale. L'usine Lockheed de Burbank augmenta sa cadence de livraison. Des avions de remplacement commencèrent à arriver dans les ports algériens, en caisse, assemblés par des équipes au sol qui disposaient désormais de manuels de maintenance détaillés, rédigés spécifiquement pour les conditions désertiques. De nouveaux pilotes arrivèrent à tour de rôle depuis les commandements d'entraînement de Floride et de Californie, débarquant avec des briefings sur les tactiques à haute altitude que les hommes ayant survécu aux premières missions avaient rédigés eux-mêmes à partir de leur expérience, en observant ce qui fonctionnait et ce qui faisait tuer des gens. La phrase qui apparaissait dans chaque briefing tactique, la phrase qui devint la doctrine fondatrice des opérations des P-38 en Méditerranée, tenait en 3 mots: l'altitude et tout. La réponse allemande fut également immédiate et révéla quelque chose d'important sur la situation stratégique de la Luftwaffe. Ils ne développèrent pas de nouvel avion. Ils ne le pouvaient pas. Le Bf-109G, la dernière variante, présentait de véritables améliorations de la puissance moteur, mais ses performances fondamentales de plafond n'allaient pas combler l'écart avec un P-38 turbocompressé à 30 000 pieds. Au lieu de cela, les contrôleurs de la Luftwaffe commencèrent à ordonner à leurs pilotes de n'engager le combat qu'à des altitudes plus basses pour éviter complètement les affrontements à haute altitude, afin d'utiliser leur supériorité en virage en dessous de 15 000 pieds, là où le poids du P-38 jouait contre lui. C'étaient des instructions tactiquement judicieuses. C'était aussi l'aveu que dans le tiers supérieur de la bande d'altitude de combat pertinente, les chasseurs allemands avaient perdu la capacité de dicter les conditions de l'engagement. À la mi-mars, les équipages de bombardiers américains signalaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais signalé auparavant. Les attaques de chasseurs allemands sur les formations protégées s'interrompaient lorsque les escortes de P-38 apparaissaient, même lorsque les Allemands possédaient l'avantage numérique. Les équipages qui s'attendaient auparavant à des pertes de 30 à 40% lors des missions de pénétration en profondeur revenaient avec des pertes inférieures à 10%. Le changement psychologique était mesurable. Les volontaires pour les missions de bombardement augmentèrent. Les taux d'achèvement des équipages pour des périodes de combat complètes passèrent d'une impossibilité statistique à une attente raisonnable. Mais un problème se développait que personne au sein du commandement allié n'avait pleinement anticipé. La Luftwaffe apprenait. Elle n'apprenait pas comment vaincre le P-38 dans les airs, du moins pas de manière constante. Mais elle apprenait quelque chose de potentiellement plus dangereux. Les services de renseignement allemands avaient identifié la principale vulnérabilité du P-38. Non pas son rayon de braquage, non pas son poids, mais quelque chose de bien plus spécifique, de bien plus exploitable et de bien plus menaçant pour l'ensemble du programme. Ils avaient identifié la bande d'altitude et la plage de vitesse exacte auquel le problème de compressibilité, le problème que Kelly Johnson avait passé 2 ans à résoudre, pouvait encore, dans des conditions spécifiques, être provoqué intentionnellement par un pilote allemand qui savait exactement ce qu'il faisait. Et en avril 1943, dans une salle de briefing en Sicile, un instructeur en tactique de la Luftwaffe, nommé Hauptmann Heinrich Erler, commença à enseigner à ses pilotes précisément comment s'y prendre. Dans la 3e partie, nous verrons ce qui se passe lorsque 16 pilotes de P-38, qui ignorent tout des nouvelles tactiques d'Erler, volent directement dans le piège qu'il leur a préparé. Et nous observerons une matinée spécifique au-dessus de la Méditerranée, où tout ce que la puissance aérienne américaine avait construit en 4 mois de combat s'effondre presque en 20 minutes. Kelly Johnson a conçu l'avion impossible. Thomas Christian l'a piloté au combat et a prouvé que les sceptiques avaient tort. Marianne Cooper a affronté les généraux et a obtenu le statut logistique prioritaire pour l'ensemble du théâtre méditerranéen. En mars 1943, les escadrons de P-38 grimpaient à 30 000 pieds et redescendaient à travers les formations de la Luftwaffe,
avant que les pilotes allemands ne puissent réagir. Le diable à queue fourchue avait cessé d'être une surprise pour devenir un problème systématique pour chaque pilote allemand volant au-dessus de l'Afrique du Nord. Mais dans une salle de briefing en Sicile, le Hauptmann Heinrich Erler avait passé 3 semaines à enseigner à ses pilotes exactement comment en abattre un. Et maintenant, ces pilotes étaient en vol, se dirigeant vers le sud. Et 16 pilotes américains de P-38, volant au-dessus du golfe de Tunis, n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ce n'était plus un test, c'était une guerre pour le ciel lui-même. La découverte tactique d'Erler était élégante et mortelle. La vulnérabilité à la compressibilité du P-38 existait dans une enveloppe spécifique. Des attaques en piqué à grande vitesse initiées par l'arrière et légèrement en dessous, forçant le pilote américain à piquer du nez à un moment où le flux d'air sur l'aile approchait déjà de la vitesse critique. Si un Bf-109 parvenait à se placer dans cette position à la bonne altitude, autour de 22 000 pieds, et à forcer le P-38 dans un piqué défensif, l'avion américain pouvait entrer en compressibilité avant que le pilote ne comprenne ce qui se passait. Les commandes se raidissaient, le nez s'enfonçait, et à 22 000 pieds, il n'y avait pas assez d'altitude pour redresser. Erler avait calculé la géométrie avec précision. Il avait fait répéter la séquence d'attaque à 16 pilotes sur un schéma à la craie sur un tableau noir dans une école sicilienne. Au début du mois d'avril, ces pilotes n'avaient plus peur du diable à queue fourchue. Ils le chassaient. Le premier engagement utilisant les tactiques d'Erler eut lieu le 5 avril 1943 au-dessus de la péninsule du Cap Bonne. 8 Bf-109 attaquèrent une formation de P-38 sous l'angle spécifique prescrit par Erler. 2 P-38 entrèrent dans des piquets de compressibilité. Un pilote parvint à redresser en dessous de 8000 pieds avec des dommages structurels. L'autre ne redressa pas du tout. L'avion plongea dans la Méditerranée à un angle presque vertical, laissant une traînée de feu. Le pilote n'eut pas le temps de sauter en parachute. Lorsque les rapports d'après-action atteignirent le quartier général de la 12e force aérienne, ils atterrirent sur le bureau du colonel Troy Keith avec une note de son officier de renseignement qui disait simplement « Ils ont trouvé quelque chose ». Le taux de perte au cours des 2 semaines suivantes fut le pire que les unités de P-38 aient connu depuis leur arrivée sur le théâtre d'opération. 3 avions en 11 jours. Non pas à cause d'un pilotage allemand supérieur, mais à cause d'une tactique spécifique et reproductible qui ciblait une faiblesse précise dans un avion par ailleurs dominant. Les pilotes allemands qui avaient rédigé des rapports pleins d'alarmes professionnelles au sujet du diable à queue fourchue rédigeaient maintenant des rapports contenant quelque chose de différent. De la confiance. La domination psychologique soigneusement construite que les pilotes de P-38 avaient établie au cours de 4 mois de combat commençait à se fissurer. Les pilotes commencèrent à demander des altitudes de patrouille plus basses, loin de la bande des 22 000 pieds où l'attaque d'Erler était la plus efficace. Demander une altitude plus basse signifiait abandonner l'avantage de la haute altitude qui constituait le fondement même de la doctrine du P-38. Thomas Christian était assis dans sa tente à Télept dans la nuit du 14 avril et examinait la situation tactique avec la froide lucidité d'un homme qui comprenait que tout ce qu'ils avaient construit était à 3 semaines d'être démantelé. 3 pertes avaient modifié le comportement des pilotes dans l'ensemble du premier groupe de chasse. Des hommes qui avaient été agressifs et confiants volaient de manière défensive. Les formations étaient plus serrées, plus lentes, plus basses. L'initiative repassait du côté de la Luftwaffe pour la première fois depuis décembre. Il écrivit dans ses notes tactiques « Nous les laissons définir les paramètres de l'engagement. C'est ainsi que nous perdrons tout ce que nous avons gagné. » Il déposa une demande par l'intermédiaire du bureau de Cooper pour une révision d'urgence des tactiques. Il proposa un changement spécifique. Arrêter d'éviter la bande d'altitude où l'attaque d'Erler fonctionnait. La traverser à vitesse maximale, avec une couverture mutuelle, et forcer les Bf-109 dans un combat tournoyant vertical où leur maniabilité supérieure à basse vitesse n'était d'aucune utilité. Combattre à travers la vulnérabilité au lieu de la contourner. La demande fut approuvée le 16 avril. 2 jours plus tard, l'occasion de la mettre à l'épreuve se présenta sous une forme que personne n'avait anticipée et que quiconque en fut témoin n'oublierait jamais. 18 avril 1943, 17h04. Les stations radars alliées le long de la côte tunisienne commencèrent à suivre une vaste formation se développant au-dessus du canal de Sicile. Les échos étaient indubitables.
Des avions se déplaçant lentement, une formation dense, volant à basse altitude au-dessus de l'eau en dessous de 1000 pieds en groupe serré. Des avions de transport allemands, des Junkers Ju-52 et des Messerschmitt Me-323, les énormes géants à 6 moteurs qui pouvaient transporter une section d'infanterie entière en un seul vol. Près de 100 avions au total, chargés de soldats, de carburant, de munitions et de l'équipement personnel d'hommes qui se battaient en Afrique du Nord depuis 2 ans et qui tentaient maintenant de s'échapper avant que l'étau allié ne se referme complètement. Ils avaient des escortes de chasseurs, plus de 30 Bf-109 et Macchi C-202 zigzagant au-dessus et autour de la formation. Les commandants allemands avaient examiné la situation tactique et conclu que l'itinéraire était défendable. Ils se trompaient, avec une marge qui serait étudiée dans les académies militaires pendant les 80 années suivantes. Le premier groupe de chasse lança 47 avions, des P-38, des P-40 et des Spitfire, répondant simultanément au contact radar. Les P-38 intervinrent en premier, plongeant de haut. Christian mena le premier élément, en piqué, depuis 14 000 pieds. La formation de transport en dessous de lui remplissait sa verrière comme une ville se déplaçant lentement. Des Ju-52 empilés sur 3 niveaux. Des Me-323, si grands qu'ils semblaient immobiles vus d'en haut. Les chasseurs d'escorte virent les P-38 arriver. Ils rompirent la formation pour aller à leur rencontre. 30 chasseurs allemands contre 47 avions alliés, avec 100 avions de transport remplis de soldats pris en étau entre eux. Les escortes n'atteignirent jamais les transports. Les P-38 les frappèrent en premier, rapidement, par le haut et de front. Les batteries de nez tirèrent avant que les Bf-109 ne puissent établir une géométrie d'attaque. Un Bf-109 explosa immédiatement. Un deuxième partit en tonneau sur le dos et plongea vers l'eau. La formation d'escorte se fragmenta. Certains pilotes allemands restèrent pour se battre. La plupart piquèrent vers le ras des flots. Les transports n'avaient nulle part où aller. Christian poussa sa manette des gaz au maximum et plongea sur la formation. 1000 pieds, 800. Les Ju-52 volaient si bas que le souffle de leurs hélices soulevait des embruns à la surface de la Méditerranée. Il fit feu à 300 yards. Une rafale de 4 calibres 50 et d'un canon de 20 mm dans le moteur droit du Ju-52 de tête. Le moteur prit feu immédiatement. L'avion partit en roulis sur la droite, l'aile touchant l'eau, puis fit la roue à la surface dans une explosion blanche d'embrun et d'aluminium. Il redressa brusquement, remontant en altitude, virant pour une autre passe. Cela prit 18 minutes. 58 avions de transport allemands détruits, confirmés. 14 autres gravement endommagés, dont la plupart n'atteignirent pas la terre ferme. 6 des chasseurs d'escorte abattus. Des centaines de soldats allemands tués dans l'eau ou dans des avions en flammes. Des centaines d'autres secourus par des navires alliés et faits prisonniers. Les pilotes allemands qui survécurent déposèrent des rapports cet après-midi-là, décrivant une attaque coordonnée d'une violence si concentrée que des avions individuels avaient été détruits, avant que les pilotes ne réalisent qu'ils étaient sous le feu. Un pilote de Bf-109 qui parvint à rentrer en Sicile écrivit dans son débriefing que les P-38 s'étaient déplacés à travers la formation de transport, comme quelque chose de mécanique, de systématique, sans hésitation apparente ni confusion tactique. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il ne voulait plus jamais rien voir de tel. Les pilotes américains l'appelèrent « le massacre du dimanche des rameaux ». Le nom se répandit sur le théâtre d'opération en 24 heures, lorsque les images finales des ciné-mitrailleuses furent examinées et les confirmations de victoire terminées, les chiffres étaient historiques. 58 transports en 18 minutes, un taux de destruction qu'aucune unité de chasse en Méditerranée n'avait approché lors d'un engagement précédent. Les pertes combinées de la force d'attaque alliée s'élevèrent à 6 avions au total, dont seulement 2 étaient des P-38, aucun ne résultant de la tactique de compressibilité d'Erler, tous deux victimes des tirs défensifs conventionnels des transports eux-mêmes. La menace tactique d'Erler avait trouvé sa réponse non pas en évitant la vulnérabilité, mais en se déplaçant si vite vers la bande d'altitude dangereuse que les Bf-109 n'établissaient jamais de géométrie d'attaque. La vitesse, c'était la vie. La doctrine était correcte. La crise était terminée. L'effet sur les opérations allemandes fut immédiat et total. Les missions de transport de la Luftwaffe à travers le canal de Sicile cessèrent effectivement après le 18 avril.
Les forces allemandes en Tunisie étaient désormais complètement coupées de tout ravitaillement. Ce qui avait été un difficile repli de combat devint un effondrement stratégique. Sans carburant, sans munitions, sans personnel de remplacement arrivant de Sicile, les unités blindées allemandes commencèrent à abandonner leur équipement. La résistance organisée se contracta en un périmètre de plus en plus réduit autour de Tunis et de Bizerte. Les soldats piégés à l'intérieur de ce périmètre étaient plus de 250 000. Ils n'avaient nulle part où aller, et rien ne leur parvenait. Les formations de bombardiers alliés opérant désormais sous la couverture à haute altitude des P-38 pénétraient l'espace aérien tunisien avec des pertes inférieures à 6%, là où elles dépassaient auparavant les 20%. Les batteries de flak allemandes, qui auraient pu être réapprovisionnées et renforcées, restaient statiques et de plus en plus à court d'obus. Les unités de chasse allemandes sur lesquelles le commandement de la Luftwaffe avait compté pour ralentir la campagne aérienne alliée effectuaient moins de missions chaque semaine, brûlant leurs réserves de carburant restantes, sans aucun remplacement en vue. À la fin du mois d'avril, des Staffeln entières étaient clouées au sol, non pas à cause des pertes au combat, mais à cause de réservoirs de carburant vides. Le P-38 n'était pas le seul responsable de cet effondrement. Le tableau stratégique était plus vaste que n'importe quel type d'avion individuel, mais sa contribution spécifique fut mesurable et documentée dans les archives de la Luftwaffe, capturées après la campagne. Les opérations aériennes allemandes au-dessus de la Tunisie diminuèrent de 67% entre le 1er mars et le 1er mai. La couverture d'escorte pour les convois de ravitaillement passa de constante à intermittente, puis à inexistante. La silhouette à queue fourchue était devenue un veto tactique. Lorsque des P-38 apparaissaient au-dessus d'une cible, les opérations allemandes associées à cette cible s'arrêtaient. Le 13 mai 1943, la dernière résistance allemande organisée en Tunisie se rendit. 250 000 prisonniers, des centaines d'avions détruits au sol ou abandonnés. L'entièreté de la position militaire allemande et italienne en Afrique du Nord avait disparu. La Méditerranée était désormais une mer alliée. La Sicile était la prochaine étape, puis l'Italie, puis le continent européen lui-même. La chaîne de conséquences allant de la table à dessin de Kelly Johnson en 1937 au rapport de combat de Thomas Christian en 1942, en passant par l'argument de Marianne Cooper à Alger en février 1943, jusqu'au 18 avril au-dessus du canal de Sicile, atteignit son aboutissement logique dans un champ tunisien rempli d'hommes levant les mains. Thomas Christian fut promu au grade de colonel en juin 1943. Marianne Cooper reçut la médaille du service distingué. Kelly Johnson, travaillant à Burbank, reçut une lettre du général Spaatz qui décrivait le P-38 comme l'avion individuel le plus important de la campagne méditerranéenne et demandait l'accélération de tous les calendriers de production. Johnson lut la lettre une fois, la posa sur son bureau et se remit au travail. Il concevait déjà quelque chose de nouveau, quelque chose de plus rapide, quelque chose qui prendrait tout ce que le P-38 avait prouvé et l'étendrait plus loin que quiconque en 1943 ne le pensait possible. Mais voici la question que les citations officielles, les ordres de promotion et les médailles pour services distingués n'ont jamais apporté de réponse. Qu'est-il arrivé aux hommes qui ont volé lors de ces missions une fois la guerre terminée ? Qu'est-il arrivé à Thomas Christian, qui était passé d'employé de quincaillerie au pilote de combat de P-38 le plus expérimenté de la Méditerranée en moins de 18 mois ? Qu'est devenu le jeune Californien de 22 ans qui a poursuivi un Bf-109 à travers le désert tunisien le 5 décembre 1942 et a déclenché quelque chose qui a changé toute la guerre aérienne ? Et que s'est-il passé lorsque Kelly Johnson, enhardi par tout ce que le P-38 avait prouvé, est entré dans une réunion en 1943 et a proposé quelque chose de si supérieur au P-38 que les hommes présents dans cette pièce se sont sincèrement demandé s'il avait complètement perdu la raison. Cette histoire constitue la 4e partie, et la plupart des gens qui connaissent le P-38 n'en ont jamais entendu parler. D'une salle de dessin à Burbank, où un ingénieur de 26 ans esquissait des avions sur des sacs en papier parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter du matériel approprié, jusqu'au ciel de la Tunisie, où les pilotes allemands ont donné à un chasseur américain à double poutre un nom qui inspirait plus de peur que de mépris. Jusqu'au massacre du dimanche des Rameaux, où 58 avions de transport allemands ont plongé dans la Méditerranée en 18 minutes.
jusqu'à la reddition de 250 000 soldats de l'Axe en mai 1943. L'histoire du P-38 Lightning est l'un des arcs narratifs les plus complets de l'histoire de la guerre aérienne. Mais le suspense de la troisième partie posait une question à laquelle les livres d'histoire officiels ne répondent que partiellement. Qu'est-il arrivé aux hommes qui ont bâti cette histoire? Et que s'est-il passé lorsque Kelly Johnson, enhardi par tout ce que le P-38 avait prouvé, a proposé quelque chose qui faisait paraître le P-38 lui-même conservateur? Car le succès en temps de guerre a un prix, que les photographies de victoire ne montrent jamais. Thomas Christian a survécu à la campagne d'Afrique du Nord. Il a effectué sa dernière mission de combat le 11 mai 1943, 2 jours avant la reddition allemande. Une patrouille de routine au-dessus de la côte tunisienne qui s'est terminée sans incident. Il a atterri, a signé son carnet de vol et est resté assis un long moment dans le cockpit avant d'en sortir. Il avait effectué 71 missions de combat en 6 mois. On lui avait tiré dessus plus de fois qu'il ne pouvait le compter avec précision. Il avait perdu des pilotes qu'il connaissait par leur nom, des hommes qui avaient pris le petit déjeuner avec lui et dont les couchettes étaient vides le soir venu. Il avait 29 ans et se sentait considérablement plus vieux. Sa promotion au grade de colonel à part entière est arrivée en juin. Il a passé le reste de l'année 1943 à alterner entre les commandements de théâtre en tant que conseiller tactique, expliquant à des généraux qui ne s'étaient jamais assis dans un P-38 ce que l'avion pouvait et ne pouvait pas faire, combattant la même résistance institutionnelle qu'il combattait depuis décembre 1942. Gagnant la plupart de ses débats et en perdant certains. Après la guerre, Christian est retourné dans l'Ohio. Il a travaillé pour une compagnie d'aviation régionale pendant 3 ans avant que le travail ne lui semble trop insignifiant et trop calme. Il a quitté complètement l'aviation en 1949 et a dirigé une quincaillerie, le même métier que son père exerçait avant la guerre. Il a accordé une seule interview sur son service sur P-38 en 1962 à un journal régional qui faisait une rétrospective sur le 20e anniversaire de l'opération Torche. Il a décrit l'avion en une seule phrase. Il a dit que c'était la seule machine en laquelle il avait jamais eu une confiance absolue. Il est mort en 1987. Sa notice nécrologique mentionnait son service militaire en 2 lignes. Marianne Cooper, l'homme qui était entré dans le bureau du général Spaatz après Kasserine et avait présenté l'argument qui a sauvé le programme du P-38, a reçu sa médaille pour service distingué lors d'une cérémonie à Alger en août 1943. Il est retourné à Hollywood après la guerre et a produit plusieurs films à succès. On se souvient de lui aujourd'hui principalement pour son travail cinématographique d'avant-guerre. Son rôle dans la survie opérationnelle du P-38 est documenté dans les archives historiques de l'armée de l'air et presque nulle part ailleurs. Le pilote allemand du début de cette histoire, celui dont les mains tremblaient après l'engagement du 23 novembre 1942, a effectué plus de 300 missions de combat avant la fin de la guerre. Il a été abattu 4 fois, blessé 2 fois. Il a survécu parce qu'il était extrêmement doué et parce que la chance opère indépendamment du talent. Après la guerre, il a volé sur des lignes commerciales à travers l'Europe pendant 20 ans. Lors d'un meeting aérien dans l'Ohio en 1971, il a rencontré le pilote américain qui l'avait poursuivi à travers le désert tunisien 29 ans plus tôt. Ils ont passé 3 heures à comparer leurs souvenirs de 11 minutes de combat. Les 2 hommes ont convenu que les détails dont ils se souvenaient le plus clairement n'étaient pas d'ordre tactique. Ils se souvenaient du bruit de leur propre respiration. Ils se souvenaient avoir pensé à des personnes précises, à des moments précis pendant l'engagement. Ils avaient eu 22 et 24 ans. Ils avaient essayé de s'entretuer au-dessus d'un désert avec lequel aucun d'eux n'avait de lien préalable. Ils se sont quittés en tant que quelque chose qui n'a pas de mot précis dans l'histoire militaire. Pas exactement des amis, mais pas des étrangers non plus. La citation de la médaille de la Distinguished Flying Cross de Thomas Christian, décernée en juillet 1943, s'étend sur 4 paragraphes de jargon officiel décrivant ses contributions à la supériorité aérienne sur le théâtre des opérations. Elle ne mentionne pas qu'il est un jour revenu d'une mission avec un moteur en panne, une température dans le cockpit de 40 degrés en dessous de zéro et la main droite si engourdie qu'il a atterri entièrement grâce à sa formation aux instruments et à sa mémoire musculaire. Elle ne mentionne pas la nuit où il a réécrit à la main l'intégralité du manuel tactique de son unité, travaillant jusqu'à 3 heures du matin parce qu'il avait vu 3 pilotes mourir
à cause d'erreurs qu'une meilleure documentation aurait pu éviter. Les récompenses sont des résumés. Les résumés omettent toujours les aspects humains. Mais le véritable héritage de ce que Christian, Cooper et Kelly Johnson ont bâti en Afrique du Nord ne s'est pas mesuré en médailles. Il s'est mesuré à ce qui s'est passé ensuite. La technologie du turbocompresseur qui a rendu le P-38 dominant au-dessus de 25 000 pieds est devenue le principe fondateur de la conception des avions américains à haute altitude pour les 15 années suivantes. Chaque chasseur américain développé après 1943 a intégré des leçons directement tirées de l'expérience opérationnelle du P-38 en Méditerranée. L'installation du turbocompresseur du P-47 Thunderbolt a utilisé des améliorations techniques que l'équipe de Lockheed avait développées spécifiquement pour résoudre les problèmes rencontrés dans les conditions du désert tunisien. L'enveloppe de performance à haute altitude du P-51 Mustang, la performance qui en a fait le chasseur d'escorte décisif au-dessus de l'Allemagne en 1944 et 1945, a été en partie façonnée par la doctrine tactique rédigée par des pilotes qui avaient appris leurs principes fondamentaux du combat à haute altitude sur des P-38 au-dessus de l'Afrique du Nord. Le système d'hélice contrarotative que Kelly Johnson avait spécifié en 1937 et que les ingénieurs principaux avaient qualifié d'inutile et de trop compliqué, a influencé la conception des avions à turbopropulseurs jusque dans les années 1950. Le bombardier stratégique soviétique Tu-95, qui a volé pour la première fois en 1952 et dont certaines variantes sont encore opérationnelles aujourd'hui, utilise des hélices contrarotatives sur ses 4 moteurs turbopropulsés pour les raisons exactes d'efficacité et de stabilité que Johnson avait identifiées dans sa proposition de conception initiale. Le principe qu'un ingénieur de 26 ans à Burbank a envisagé et spécifié en 1937 effectue toujours des missions de combat sous une forme modifiée près de 90 ans plus tard. La vérité en ingénierie n'expire pas. L'armement concentré monté dans le nez que les pilotes de P-38 ont décrit comme transformateur, la capacité de pointer le nez et de faire converger chaque balle de chaque arme exactement au même point, est devenu la configuration standard des chasseurs à réaction américains dans la période de l'immédiat après-guerre. Le F-86 Sabre, qui a combattu les MiG-15 au-dessus de la Corée, portait ses canons selon la même philosophie de concentration dans le nez. Le principe d'élimination des angles de convergence pour maximiser la portée efficace s'est si profondément ancré dans la doctrine de conception des chasseurs américains que les générations ultérieures de concepteurs l'ont mise en œuvre sans nécessairement en connaître les origines opérationnelles. À la fin de la guerre en Europe, les P-38 avaient effectué plus de 130 000 sorties de combat sur tous les théâtres d'opération. Ils avaient produit les 2 as américains ayant obtenu les scores les plus élevés de toute la guerre. Richard Bong a effectué 40 missions de combat et a abattu 40 avions japonais dans le Pacifique, tous à bord d'un P-38. Thomas McGuire a effectué 38 missions de combat et s'est vu attribuer 38 victoires avant de disparaître au combat en janvier 1945. Les 2 hommes ont attribué la fiabilité de l'avion, la redondance de ses 2 moteurs et ses performances en altitude comme étant les principaux facteurs ayant permis leur survie lors de missions qui, statistiquement, auraient dû les tuer. L'avion que les ingénieurs principaux avaient qualifié de trop complexe, que les officiers de maintenance avaient qualifié de trop coûteux et que les généraux avaient qualifié de trop peu conventionnel, avait produit plus de victoires aériennes par pilote que n'importe quel autre chasseur américain pendant la guerre. L'impact opérationnel direct sur la seule campagne d'Afrique du Nord est documenté par des chiffres qui restent édifiants. Entre décembre 1942 et mai 1943, les unités de P-38 en Méditerranée se sont vues attribuer 444 victoires aériennes confirmées contre 130 pertes, soit un ratio de plus de 3 contre 1 face à l'armée de l'air la plus expérimentée du monde à cette époque. Les taux de perte des bombardiers lors des missions escortées ont chuté de plus de 20% par sortie à moins de 6% au cours de la même période. Le massacre du Dimanche des Rameaux du 18 avril a à lui seul empêché environ 8 000 à 10 000 soldats allemands de s'échapper de Tunisie pour combattre à nouveau en Sicile et en Italie. Selon les archives militaires allemandes d'après-guerre, les vies que ces soldats auraient emportées avec eux des 2 côtés n'ont jamais été sacrifiées. La leçon ancrée dans tout cela ne concerne pas principalement la conception des avions.
Elle concerne ce que les institutions font des idées qui ne s'intègrent pas dans leur cadre actuel, et ce qui se passe lorsqu'une personne refuse d'accepter ce cadre comme permanent. Kelly Johnson a fait face au rejet à chaque étape du développement du P38. La conception n'était pas conventionnelle, et donc suspecte pour des personnes dont l'expertise reposait sur des conceptions conventionnelles. La complexité de fabrication était réelle, et donc alarmante pour les personnes dont le travail consistait à gérer la logistique de production. Les exigences tactiques étaient extrêmes, et donc invraisemblables pour des personnes qui n'avaient jamais essayé d'y répondre. À chaque étape, la réponse rationnelle, professionnelle et expérimentée consistait à réduire les ambitions, à simplifier et à construire quelque chose qui ressemblait davantage à ce qui existait déjà. Johnson ne l'a jamais fait, pas une seule fois, et l'avion qui a émergé de son refus de faire des compromis avec les limites existantes a volé plus haut, plus vite et plus loin que tout ce que les personnes qui en doutaient avaient cru possible. L'histoire est remplie de moments équivalents. La fusée de proximité développée dans le plus grand secret entre 1940 et 1942 était considérée comme si invraisemblable par les ingénieurs en armement conventionnel que l'équipe du projet la gardait secrète même pour la plupart de ses propres superviseurs militaires. Lorsqu'elle a fonctionné, elle a multiplié par 5 l'efficacité de l'artillerie contre les avions. Le jerrycan, le bidon de carburant allemand dont la conception supérieure avait été initialement rejetée par les officiers de la logistique américaine parce qu'il n'était pas américain, a coûté à la chaîne d'approvisionnement alliée une capacité opérationnelle importante en Afrique du Nord, jusqu'à ce que quelqu'un admette enfin que l'ennemi avait conçu un meilleur contenant. La solution à la crise des convois de l'Atlantique en 1943 n'est pas venue d'une nouvelle technologie, mais d'un mathématicien en recherche opérationnelle de 24 ans qui a souligné que les convois plus grands étaient statistiquement plus sûrs que les plus petits. Une conclusion qui allait directement à l'encontre des jugements intuitifs d'officiers ayant des décennies d'expérience navale. Dans chaque cas, le schéma est le même. L'idée qui change tout arrive en ressemblant à un problème. Or, voici le détail que la plupart des récits de l'histoire du P-38 omettent entièrement. Le fait qui est resté dans les dossiers d'entreprise déclassifiés de Lockheed et dans les archives historiques de l'armée de l'air pendant des décennies, avant que les historiens de l'aviation ne reconstituent le tableau complet. Kelly Johnson a soumis sa proposition de conception initiale pour ce qui allait devenir le P-38 le 5 février 1937. Le comité d'examen de l'Air Corps de l'armée l'a rejeté le jour même. Pas un examen différé, pas une demande de révision, rejeté le jour même, avec une évaluation écrite déclarant que la configuration à double poutre présentait des facteurs de risque structurels qui rendaient le développement d'un prototype déconseillé. Johnson a rapporté la lettre de rejet à son bureau, l'a lue une fois, l'a retournée et a commencé à esquisser les calculs structurels révisés au dos de celle-ci. L'autorisation du prototype, qui a fini par arriver en juin 1937, était la 4e soumission de Johnson, chacune intégrant des réponses aux objections spécifiques du comité d'examen, tout en préservant chaque élément de la conception non conventionnelle d'origine. L'avion que les pilotes allemands appelaient « Der Gabelschwanz-Teufel », le diable à queue fourchue, qui a changé la guerre aérienne au-dessus de l'Afrique du Nord et a établi la doctrine des chasseurs américains à haute altitude pour les 2 décennies suivantes, a commencé comme une lettre de rejet le jour même que son concepteur a utilisé comme brouillon. Le premier P-38 de série est sorti de l'usine de Burbank le 16 juin 1941. Johnson était présent. Il a marché autour de l'avion pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit. Un ingénieur subalterne qui était là ce jour-là et qui a consigné ce moment dans son journal personnel a écrit que Johnson s'est arrêté au niveau du nez, a regardé les 5 canons d'armes regroupés dans la nacelle centrale et a dit doucement, presque pour lui-même, qu'il espérait que quelqu'un l'utiliserait correctement. 18 mois plus tard, au-dessus de la Tunisie, quelqu'un l'a fait. D'une proposition esquissée à la main sur un sac en papier, à 444 victoires confirmées sur un seul théâtre d'opération, d'un rejet le jour même à une machine qui a effectué des missions de combat pour 14 nations sur 4 décennies, des mains tremblantes d'un pilote allemand atterrissant à Tripoli en novembre 1942, à la reddition de 250 000 soldats en mai 1943, Kelly Johnson, Thomas Christian, ainsi que les hommes et les femmes qui ont construit,
piloté et entretenu le P-38 Lightning ont prouvé quelque chose que l'histoire militaire doit sans cesse réapprendre. La variable la plus importante dans tout conflit n'est pas l'arme qui existe déjà, c'est la volonté de construire l'arme que tout le monde s'obstine à dire impossible à construire. 113 pays ont exploité des avions à turbocompresseurs de conception américaine dérivés des principes d'ingénierie du P-38. La durée de vie opérationnelle totale des avions intégrant les concepts originaux de turbocompresseurs de Johnson dépasse les 200 millions d'heures de vol. Le diable à queue fourchue qu'un pilote de la Luftwaffe a nommé avec effroi au-dessus de la Tunisie vole toujours en principe en ce moment même dans des avions dont les concepteurs sont nés des décennies après la guerre qui lui a donné naissance. Si vous connaissez une histoire comme celle-ci, l'histoire d'une idée qui a été qualifiée d'impossible avant de devenir inévitable, partagez-la dans les commentaires. Ce sont ces histoires qui méritent de survivre. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires que les manuels scolaires condensent en un paragraphe et que les personnes qui l'ont vécu reconnaîtraient comme quelque chose de bien plus vaste que ce qu'un paragraphe ne pourrait jamais contenir. Parce que le P-38 n'a jamais été qu'un simple avion. Il était la preuve que lorsque quelqu'un refuse d'accepter les limites définies par les experts et survit assez longtemps pour construire ce qu'il a imaginé, le monde change. Parfois par accident, parfois lentement, et parfois en 18 minutes au-dessus du canal de Sicile, un dimanche après-midi d'avril, 58 fois de suite, sous les yeux de toute la Méditerranée.